Pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station spatiale internationale. La pesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand, et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre, donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand, afin de compenser la faible gravité de Mars. Super! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de tout. Des germes, du vent, des rayons UV, ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de l'orange? Désolé, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal. Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre. Mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrive-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y est déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant, et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface, et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon.
Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est géniale à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire, et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années, et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécules liquides d'une température de 0 degré Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure, et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de 2 semaines sur Terre te donnera 3 ans sur Uranus. Il y a même une mer, si tu es partant pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniac, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer. Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y résister. Il est temps de manger à nouveau. Youpi! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner, une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux. Oh, et des vivres régulièrement acheminés depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain. Regarde ce type balèze à la peau toute rouge. Il a séjourné sur Mars pendant une bonne minute. C'est pourquoi il semble avoir utilisé la mauvaise teinte d'autobronzant. Tous les caroténoïdes contenus dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates et les citrouilles le protègent des rayons UV. Plus il mange, plus il devient orange. Quant à sa corpulence, elle est due à la pesanteur martienne. La gravité ici nous fait percevoir notre poids différemment. Et si tu veux assurer sur Mars, tu dois beaucoup manger. Par exemple, si une personne pèse 68 kg sur Terre, elle ne pèse pas plus de 30 sur Mars. Manger plus peut donc aider à réduire l'écart entre la gravité et le poids. Mercure est tout à fait différent.
Il y fait plus chaud que sur une la plus brûlante des asphaltes le jour, mais plus froid que le château d'Elsa la nuit. Il faut être fait de métal avec un point de fusion élevé pour pouvoir survivre ici. Mais pour nous, humains ordinaires, nous serions vite grillés. Littéralement. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus reste la plus chaude. La vie sur Vénus parle plutôt de la jumelle maléfique du Soleil. La température y oscille généralement autour de 465 degrés Celsius en moyenne. Survivre au point d'ébullition de l'eau ou dans la chaleur extrême de Vénus est un défi pour la plupart des espèces terrestres. Seule une poignée d'entre elles peut supporter des températures bouillantes. Les autres se précipitent au Starbucks pour prendre un latte glacé dès les premiers rayons du soleil printanier. Aucun être humain ne peut donc évoluer suffisamment pour survivre sur Vénus. Les seules créatures qui pourraient y prospérer sont probablement des tardigrades et les gens chelous qui mettent de la sauce piquante sur tout. Tu te demandes ce que sont les tardigrades ? Eh bien, ce sont des créatures minuscules et adorables qui ressemblent à des chenilles et qui sont incroyablement résistantes. Elles peuvent supporter l'eau bouillante, les profondeurs d'une fosse maritime et le vide glacial et sans lumière de l'espace. Récemment, les tardigrades ont fait l'objet d'une étude scientifique à bord d'un vaisseau spatial qui s'est malheureusement écrasé sur la Lune. Les scientifiques pensent que les tardigrades ont pu survivre à l'impact. Aimerais-tu te transformer en cette créature et vivre sur Vénus ? Bon, nous en avons fini avec les planètes terrestres. Passons aux géantes gazeuses. Maintenant, regarde ce gars qui vient de Saturne. Il a des nageoires et non des bras. Il a de petits trous sans rabat d'oreilles externes au lieu d'oreilles normales. La majeure partie de cette géante gazeuse est plus froide que le cœur de ton ex, car la température y est d'environ moins 140 degrés Celsius. On ne peut pas marcher dessus, mais on peut se transformer en boule de neige ou en cristal de glace si l'on se sent fringant. La situation est assez similaire sur Jupiter, si bien que se transformer en phoque et s'y prélasser n'est sans doute pas une mauvaise idée. Au moins, tu pourras y vivre sans payer de loyer. Et ne me parle même pas de Neptune et Uranus. Ce sont des géants de glace qui n'ont pas de surface solide, donc ces types aux griffes acérées que l'on voit dans les films ? Oui, ils n'existent pas. De plus, ces deux-là ne sont pas vraiment accueillants pour nous autres. Je m'en tiendrai à mes patates douces sur Mars, merci beaucoup. Uranus a un hiver qui dure 22 ans. Sur une planète pareille, si elle était habitable, tout serait gelé et couvert de glace. Un désert blanc et gris à perte de vue. Les gens devraient constituer des réserves de nourriture et d'autres denrées, construire des bâtiments et des maisons extra robustes, et ne jamais quitter leurs épais vêtements. Enfin, tout transport serait pratiquement impossible. Mais grâce au Soleil, chaque planète de notre système solaire dispose d'un climat, d'une météo et de saisons qui lui sont propres. Plusieurs facteurs contribuaient à tout cela. Pour commencer, tout dépend de la distance d'une planète par rapport au Soleil. Si une planète est proche, comme notre voisine Mercure, elle reçoit une intense séance d'UV. Mais si elle se trouve éloignée, comme la planète naine Pluton, elle demeure glaciale même en été. Considérez ensuite la vitesse de rotation d'une planète. Celles qui prennent leur temps pour tourner sur elles-mêmes, comme Mercure, ont des jours et des nuits extrêmement longs. Cela signifie qu'un côté devient très chaud lorsque le soleil brille et extrêmement froid lorsqu'il est obscurci. La Terre est plutôt équilibrée grâce à sa vitesse de rotation modérée. L'atmosphère compte aussi. Une épaisse atmosphère empêche les températures de devenir trop extrêmes. Mais s'il n'y a presque pas d'atmosphère, tout chauffe et se refroidit énormément. L'inclinaison de l'axe d'une planète et la forme de son orbite sont également cruciales. Même sur Terre, les régions proches des pôles sont sujettes à 6 mois de jour et de 6 mois de nuit. Et si la trajectoire d'une planète autour du Soleil est de forme elliptique, elle se réchauffe et se refroidit encore davantage à mesure qu'elle se déplace. Aucune planète n'est unique. Certaines présentent des variations et d'autres non. Commençons par Mars, notre petite voisine préférée et future colonie potentielle. C'est la 4e roue de notre système solaire et elle a une façon bien à elle de vivre les saisons. Elle en a 4, tout comme la Terre, bien qu'elle soit environ 2 fois plus longue que les nôtres. Mais cette planète a également une orbite excentrique en forme d'œuf. En raison de cela, la vitesse de son orbite est d'autant plus variable. Elle influence ses saisons. Les hivers martiens durent environ 4 mois terrestres. Ils sont également beaucoup plus froids que sur Terre. Près des pôles en hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 120 degrés. Un hémisphère développe une calotte glaciaire, à mesure que l'hiver s'installe, laquelle capte environ un quart de l'atmosphère sous la forme de glace sèche. Puis, le printemps venu, elle la restitue. Mars n'a pas non plus le luxe d'immenses océans comme ceux de la Terre pour équilibrer ses températures extrêmes. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait en avoir eu dans un lointain passé,
Mais aujourd'hui, toute cette eau a disparu. Sans eau, Mars peut atteindre des températures extrêmement basses en hiver et bien plus chaudes en été. La géante gazeuse Saturne a un axe légèrement plus incliné que la Terre. Cependant, malgré sa trajectoire elliptique et son inclinaison, elle reste constamment froide. C'est parce qu'elle est très éloignée du Soleil, essentiellement privée de sa chaleur. Même en été, Saturne reste distante et conserve une température glaciale. Elle a aussi une atmosphère épaisse. L'atmosphère d'une planète agit comme un régulateur thermique. Si une partie devient trop chaude ou trop froide, l'atmosphère redistribue doucement cette température à travers la planète. Ainsi, quoiqu'un hémisphère puisse recevoir plus de soleil lors de son équinoxe, cet air épais assure que les choses restent relativement fraîches. En haute altitude dans l'atmosphère de Saturne, cependant, c'est une toute autre histoire. Les températures peuvent varier d'extrêmement froides en été à un absurde -190 °C en hiver. Uranus, la géante de glace, est notre planète suivante. Avec son orbite elliptique et sa distance considérable du Soleil, elle demeure perpétuellement gelée. Son atmosphère épaisse maintient également ses températures frigorifiques tout au long de l'année. Uranus présente une inclinaison délirante, 3 fois plus conséquente que celle de la Terre. Elle est presque couchée sur le côté, et c'est probablement l'un des endroits les plus extrêmes de notre système solaire. Pendant l'été d'Uranus, un pôle reçoit la totalité de l'ensoleillement, tandis que l'autre extrémité fait face au froid glacial de l'obscurité. En fait, en raison de son inclinaison étrange et de sa rotation, Uranus est plus froide que sa voisine plus lointaine, Neptune. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque saison sur Uranus dure environ 22 années terrestres. Ce qui n'est pas sans nous rappeler l'hiver de Westeros dans la saga fantastique du Trône de Fer. C'est parce qu'Uranus met 84 ans à accomplir une révolution complète autour du Soleil, de sorte que son année passe très lentement. La dernière planète de notre système solaire est Neptune. C'est la géante de glace la plus éloignée. Elle présente une inclinaison presque identique à celle de la Terre et une orbite quasi circulaire. On pourrait donc croire qu'elle serait un peu plus équilibrée. Cependant, cette planète conserve une atmosphère glaçante et des températures inimaginablement basses. C'est parce que Neptune ne reçoit qu'un minuscule 0,1% de l'ensoleillement dont jouit la Terre. Sur Terre, on observe des changements de température graduels en fonction de l'éloignement. Mais sur Neptune, en raison de son orbite circulaire, un seul hémisphère est sous le feu des projecteurs. Contrairement à sa voisine, Uranus, Neptune reçoit un peu de chaleur de son noyau. Mais cette chaleur n'aide pas beaucoup. Le froid y est assez constant, que ce soit en hiver comme en été. Mais certaines planètes ne se soucient guère de nos saisons traditionnelles. Elles les reproduisent simplement à travers différents cycles de température tout au long de l'année. Ces planètes incluent Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle est pour le moins étrange, car un cycle complet jour-nuit sur cette planète équivaut à 176 jours terrestres. Après une demi-année sur Terre, il est enfin temps pour les habitants de Mercure de rentrer du travail. C'est parce qu'elle se déplace sur une trajectoire de forme ovoïde. C'est aussi la raison pour laquelle elle connaît d'énormes changements de température. Parfois, elle est très proche du Soleil, et parfois, elle ne l'est pas. En même temps, elle n'a pas d'atmosphère et aucune protection contre les rayons du Soleil. Cela se traduit par des journées extrêmement chaudes et des nuits incroyablement froides. Mais cela signifie qu'elle a aussi beaucoup de temps pour passer de brûlante à glaciale. Lorsqu'elle est la plus éloignée, débute le véritable hiver de Mercure. Ou du moins, c'est ainsi que nous l'appelons. Ainsi, si la planète avait des saisons, elle n'en aurait que 2. La suivante est Vénus. C'est une planète à la chaleur implacable. Oubliez les saisons, il y fait tout simplement chaud tout le temps. Elle est extrêmement proche du Soleil, et son orbite quasi circulaire, ainsi que sa minuscule inclinaison de 3 degrés, font que les températures restent assez stables tout au long de l'année. Même durant son supposé hiver ou au milieu de la nuit, le thermomètre ne descend pas en dessous de 440 degrés Celsius. Elle a également opté pour une rotation étrange. Vénus tourne dans la même direction que celle dans laquelle elle se déplace autour du Soleil. Cela signifie que le Soleil se trouve toujours juste au-dessus, déversant son amour ardent sur la surface de la planète. Vénus ne connaît pas vraiment de saison comme sur Terre. Ce qui se rapproche le plus d'une saison là-bas représente 225 jours avec au moins 4 heures d'ensoleillement. C'est ce qu'on pourrait appeler le printemps et l'automne façon Vénus. Jupiter, la grande gaillarde de notre système solaire, ne se préoccupe pas du tout de saison.
Elle se contente d'une petite inclinaison de 3 degrés, presque aussi décontractée que celle de Mercure. De plus, son orbite correspond presque à un cercle parfait, elle ne connaît donc pas beaucoup de variations en termes d'ensoleillement. Par ailleurs, avec une rotation rapide de moins de 10 heures terrestres, il n'y a pas suffisamment de temps pour permettre l'apparition de saisons distinctes de ces longues nuits. L'hiver jupitérien est essentiellement la répétition de n'importe quel autre moment de l'année. Et enfin, Pluton, qui n'est toujours pas une planète, mais qui vaut toujours la peine d'être observé. Pluton réside en périphérie de notre système solaire. Cette lointaine cousine est la définition même du froid. Les températures y avoisinent les moins 229 degrés Celsius. Elle a aussi l'orbite la plus étrange. Elle est très longue, elliptique et inclinée. Pluton chemine donc à une immense distance de son astre. Cela, combiné à une atmosphère presque inexistante, maintient Pluton dans un état de froid perpétuel. Les hivers là-bas peuvent être plus extrêmes que la moyenne. Cependant, le changement le plus important qu'un naufragé constaterait sur Pluton n'est pas la température mais l'éclat du soleil. Des milliers de fois plus faible que ce que nous observons chez nous. Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pourrons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres.
Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ? 1994. Il faisait sombre.
de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la Biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2.
Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Qu'est-ce que la zone habitable? Dans ma chambre, c'est sans doute le seul coin encore épargné par les débris de nourriture et les jeux vidéo. Mais en astronomie, cette zone désigne une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Trop chaude, elle s'évapore. Trop froide, elle gèle. À l'image de la soupe de boucle d'or, cette zone est juste comme il faut pour que de l'eau liquide subsiste, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Les 3 ours ne diront pas le contraire. La taille de cette zone dépend directement de la température de l'étoile qu'elle entoure. Toutefois, elle ne garantit en rien la présence de vie. L'atmosphère d'une planète et la protection offerte par son champ magnétique y jouent également un rôle essentiel. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5000 planètes au-delà de notre système solaire, et seules 63 pourraient être propices à une forme de vie comparable à la nôtre. Une véritable loterie cosmique. La bonne nouvelle, c'est que ce principe s'étend aussi aux lunes.
Si celles-ci gravitent dans une zone habitable, elles pourraient elles aussi abriter des conditions favorables à la vie. Ce serait un véritable jackpot, 2 oasis pour le prix d'une. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend approximativement entre 129 et 168 millions de kilomètres du Soleil. De toutes les planètes situées dans cette bande, seule la Terre a vu poindre la vie. Mais imaginons un instant que nous puissions rendre toutes les planètes habitables. Commençons par Mercure. Avant toute chose, il faudrait offrir à Mercure une profonde transformation, épaissir son atmosphère, lui fournir un champ magnétique, et l'arroser généreusement d'astéroïdes riches en eau. Bref, c'est l'heure de la terraformation. Étant la planète la plus proche du Soleil, Mercure ne manque certes pas de lumière. En vérité, elle aurait surtout besoin de se rafraîchir. Sa température atteint aujourd'hui les 430 degrés Celsius. Bien trop chaud, comme le ferait remarquer Papa Ours. C'est pourquoi il faudrait déplacer la planète vers une orbite plus clémente, environ 2 fois plus éloignée du Soleil. Grâce à la terraformation et à un climat désormais tempéré, l'eau finirait par apparaître. Et si nous souhaitons un environnement véritablement confortable, nous pourrions bâtir des habitats souterrains, ou bien en surface, à condition de les protéger efficacement contre la chaleur et les radiations. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Après tout, des gens vivent en Arizona, n'est-ce pas? Il ne manquerait plus que les terrains de golf. Abordons à présent Vénus, cette fameuse planète de l'amour, où les températures sont si extrêmes qu'elles suffisent à faire fondre le plomb, et où la pression atmosphérique est telle qu'elle pourrait vous broyer en quelques secondes. Charmant, n'est-ce pas? Vénus est considérée comme la planète sœur de la Terre, mais comme dans bien des fratries, nous n'avons presque rien en commun. Tâchons d'y remédier. Si nous introduisions de l'hydrogène sur Vénus, il réagirait avec le dioxyde de carbone pour produire de l'eau et du graphite. L'eau nous permettrait de générer de l'oxygène. Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait amasser de l'hydrogène spatial, comme s'il y avait soudain des soldes à prix cassés. Ensuite, il nous resterait à bâtir des logements capables de résister aux rafales et aux pluies acides. Une formalité, n'est-ce pas? Heureusement, avec la planète suivante, les choses deviennent bien plus simples. Mars est souvent vu comme la candidate idéale pour abriter une vie extraterrestre. C'est un monde rocheux, à l'atmosphère ténue, mais dont la surface montre des traces d'eau, et même des signes potentiels de vie microbienne. Aux yeux des Martiens, c'est sans doute nous, les extraterrestres. Dans l'optique de terraformer Mars, la présence d'océans serait essentielle. Elle contribuerait à en épaissir l'atmosphère et à en réchauffer la surface. Il ne resterait plus qu'à provoquer une nouvelle pluie d'astéroïdes, ou bien à installer d'immenses miroirs pour réfléchir la lumière solaire et faire fondre les glaces. Tout simplement. Dès l'apparition d'étendues océaniques sur Mars, la planète amorcera lentement sa transformation en un monde verdoyant, comparable à notre Terre. Il ne restera plus qu'à y ériger des habitats artificiels, en veillant à leur offrir tous les attributs du confort domestique. Rendre les planètes telluriques habitables n'est pas si insurmontable, comparé aux géantes gazeuses. Jupiter, par exemple, est dépourvu de surface solide, rendant sa colonisation pratiquement irréalisable. Il nous faudrait redoubler d'inventivité. Pourquoi ne pas envisager des structures flottantes, suspendues dans les nuages, là où température et pression rappellent celles de la Terre? Il suffirait ensuite de les isoler des petits désagréments, tels que des vents dépassant 640 km/h et des éclairs à chaque minute. Mais si nous parvenions à ériger des habitations dans l'atmosphère jovienne, les panoramas qui s'offriraient à nous seraient d'une rare magnificence. Imaginez-vous éveillé chaque matin face à ces bandes colorées et à ces nuées en perpétuel mouvement, ou bien flânant dans l'épaisse atmosphère de cette géante gazeuse. Effrayant sans doute, mais spectaculaire. Prenez garde à ce balcon. Nous pourrions aussi recourir à des technologies avancées afin de rendre l'atmosphère de Jupiter respirable. Un système qui transformerait ces gaz pour libérer de l'oxygène. Cela relève aujourd'hui de la science-fiction, mais quelle idée fascinante. Abordons maintenant Saturne, autre géante gazeuse dénuée de surface solide, apte à accueillir la vie. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Comme pour Jupiter, nous pourrions concevoir des habitats flottants dans les couches supérieures de son atmosphère. Une vie suspendue dans un nuage de luxe, bien que le loyer soit stratosphérique. On pourrait également envisager de recouvrir la planète d'un vaste bouclier, semblable à un parapluie spatial, car dans l'espace, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui tombent, mais les rayons cosmiques. Cette barrière servirait à nous préserver des radiations et des vents solaires, rendant le climat saturnien plus clément. Rappelons-nous notre récente évocation des lunes. Titan, satellite de Saturne, possède une atmosphère épaisse ainsi que, probablement, un océan souterrain. Quant à Encelade, il dissimule lui aussi une mer sous sa croûte.
Ces deux astres représentent des candidats idéaux pour une implantation humaine, bien plus accessible que Saturne. Uranus est une géante de glace, composée de fluides denses et froids tels que le méthane, l'ammoniac et l'eau. Sa température de surface avoisinant les moins 214 degrés témoigne d'un froid extrême. Dès lors, comment pourrions-nous rendre cet environnement habitable? L'une des solutions consisterait à générer un effet de serre contrôlé. Ce phénomène naturel permet, sur Terre, de stabiliser les températures, lorsque ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Quand la lumière solaire traverse l'atmosphère, une fraction est retenue par les gaz dits à effet de serre, formant une enveloppe thermique autour de la planète. Cela fonctionne, tant que nous ne le perturbons pas. Pour réchauffer une géante glacée telle qu'Uranus, il conviendrait d'amplifier cet effet. Nous pourrions, par exemple, enrichir son atmosphère en gaz appropriés, ou concevoir un vaste réseau de miroirs destiné à capter la chaleur solaire. Mais une telle entreprise exigerait une logistique titanesque, sans parler de la précision requise pour en ajuster l'orientation. Il serait sans doute plus raisonnable de s'intéresser aux lunes d'Uranus. Leur surface rocheuse, voire la présence d'océans internes, pourrait en faire des havres propices à la vie, et les panoramas qu'elles offrent sont tout simplement sublimes. Passons maintenant à Neptune, dernière étape de notre périple, une autre géante de glace, dont l'année dure 165 révolutions terrestres. Façonnez d'abord une atmosphère. Celle de Neptune est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas vraiment idéal. Il nous faudrait y apporter des végétaux ou d'importantes quantités d'oxygène afin de la rendre un tant soit peu respirable. Mais comment ajouter de l'eau à une géante gazeuse? Il faudrait peut-être exploiter la glace présente sur ces lunes, ou bien envisager le transport de vastes quantités d'eau depuis la Terre. Imaginez un groupe de vaisseaux tractant d'immenses réservoirs en direction de Neptune. Et une fois la planète dotée d'une atmosphère respirable et d'eau liquide, il nous faudrait y édifier des habitats. Sans doute une nouvelle cité flottante, car on n'en a jamais trop. Imaginons que, par un miracle, toutes les planètes soient devenues habitables. Que se passerait-il? Cela relancerait sans doute l'exploration et la colonisation spatiale. Des habitations apparaîtraient un peu partout. On pourrait migrer de Mercure à Neptune simplement pour vivre dans un climat plus frais. Davantage de planètes habitables offriraient aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur la Terre. Cela conduirait à de nombreuses découvertes. Et le commerce interplanétaire pourrait commencer. Extraction massive de ressources sur les planètes, les lunes et les astéroïdes. De quoi ravir certains milliardaires. Naturellement, tout ne serait pas idyllique. De telles entreprises provoqueraient inévitablement des rivalités liées aux ressources ou au territoire. Imaginez devoir arbitrer des tensions entre Martiens et habitants de Jupiter. Au-delà des plaisanteries, envisager un système solaire intégralement habitable demeure fascinant. Toutefois, une terraformation d'une telle ampleur est hors de portée, pour l'instant. Mais qui sait? Bien des choses jugées autrefois impossibles sont devenues réalité. Alors, continuons de rêver, tout en prenant soin de la planète que nous avons déjà. Nous nous souvenons tous d'avoir vu les Apollo Lunar Rover construits sur la Lune pour les missions spatiales des années 70. En plus de transporter les astronautes pour certaines explorations, ils étaient utilisés pour prendre des photos et collecter des échantillons de sol à étudier par les scientifiques. Le véhicule a été conçu par Boeing, la société célèbre pour la construction d'avions, et a coûté environ 38 millions de dollars. Le genre de petite monnaie que l'on trouverait aujourd'hui dans le canapé d'Elon Musk. Dans un avenir lointain, les technologies seront si avancées qu'une voiture régulière pour la Lune se comporterait comme un SUV ordinaire que nous avons aujourd'hui. Elle aurait une allure élégante et pourrait être produite par de célèbres constructeurs automobiles disponibles. Le Lunar Rover utilisait un accélérateur en forme de T pour déplacer la voiture à gauche, à droite, en arrière et en avant. La voiture futuriste pourra être commandée par la voix et nécessitera un contrôle humain minimal. Il est difficile de croire que le premier vaisseau d'atterrissage à arriver sur Mars a été Viking 1, lancé le 20 août 1975. Il est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Mais des décennies plus tard, c'est Curiosity, un engin avec 6 pattes et 6 roues attachées, qui s'est imposé comme le joli robot explorateur. Il a été conçu pour les terrains accidentés. Alors, dans un avenir lointain, un véhicule à propulsion humaine pourrait avoir un design similaire pour les personnes souhaitant admirer le coucher de soleil sur Mars. Pour que les voitures conçues par l'homme puissent fonctionner sur d'autres planètes que la Terre, il faudrait qu'elles soient électriques ou alors qu'elles produisent une quantité illimitée d'énergie.
Les véhicules à essence ne fonctionneraient pas dans le vide spatial et certainement pas sur une autre planète que la nôtre. Le véhicule pourrait être alimenté par le soleil puissant et convertir l'énergie pour fonctionner. L'intérieur devrait s'adapter aux conditions extrêmes de la planète puisque l'atmosphère est très fine et irrespirable. Il devrait être très chaud car Mars peut atteindre des températures inférieures à 0. La gravité n'est pas si extrême, mais les fréquentes tempêtes de poussière posent problème. Le véhicule aurait également des roues attachées à des pattes pour pouvoir manœuvrer correctement car le terrain est difficile à parcourir. Mon avis ? Eh bien je pense qu'un intérieur tout cuir avec beaucoup d'espace pour les jambes serait top. Et si on ajoutait un système audio à 12 haut-parleurs avec radio diffusant les meilleurs tubes de la décennie, ça, ce serait un must. Un toit panoramique ? Oh ouais ! Et sans oublier les sièges arrière abattables 60-40 qui te permettront de transporter ton matériel de camping lors de tes escapades du week-end. En attendant, il est toujours possible d'avoir une vue panoramique en verre de l'intérieur dans un projet comme un bus touristique sur Mars. Il y a de nombreux endroits à découvrir, comme la plus haute montagne de notre système solaire et les sommets enneigés du Carbone. La planète rouge pourrait également disposer d'un train express. Il s'agirait d'une de ces cabines de luxe qui t'emmènerait d'un point de repère à un autre, dès que Mars aura été colonisé et bien établi. Le train serait également électrique ou alimenté par une autre source d'énergie. Mars est un endroit où il est possible d'avoir toutes sortes de véhicules puisque les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Il faut juste s'assurer de ne jamais sortir sans casque. Si on concevait un véhicule pour Mercure, il faudrait bien se préparer à la lumière vive du Soleil en ajoutant des visières industrielles et des bandes occultantes autour du verre pour que le Soleil ne nous atteigne pas. Au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de la chaleur puisque Mercure n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. Enfin, les températures peuvent atteindre 427 degrés par une belle journée ensoleillée et descendre à moins 184 degrés la nuit. Le véhicule devrait donc avoir de multiples couches et revêtements pour résister à ces conditions. Et il aurait très probablement des pattes d'araignée pour se déplacer car les roues en caoutchouc fondraient instantanément. Et pour se préserver des dommages, il devrait creuser sous terre pour se cacher du soleil et de l'atmosphère. Tout comme un crabe ou ces araignées qui créent des planchers de trappe. Conduire un véhicule sur Pluton serait un véritable défi, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus éloignée du Soleil. Techniquement, Pluton n'est pas une planète, mais sa masse est encore assez importante pour être explorée. Les températures peuvent y atteindre moins 204 degrés. Une veste ne suffirait donc pas. Le véhicule aurait besoin d'une super isolation pour garder l'opérateur au chaud. La glace de méthane entoure la Terre et recouvre les montagnes. La gravité est également un problème car elle est très faible, ce qui te ferait flotter dans l'air. La conception d'un véhicule pour Pluton serait délicate. La clé pour qu'il se déplace et ne gèle pas serait la façon dont les pattes bougeraient. Il aurait également des pattes comme celles de Mercure, mais il générerait beaucoup de chaleur pour se réchauffer. Le poids serait suffisant pour maintenir ce véhicule en place. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Neptune, la planète la plus venteuse de notre système solaire. Il est impossible de respirer dans son atmosphère, et la pression atmosphérique t'écraserait. Concevoir un véhicule serait un défi, compte tenu des nombreux facteurs externes, et il devrait être pressurisé pour contrer l'atmosphère extérieure. Il lui faudrait également un revêtement spécial pour contrer les températures extrêmes. Et comme Neptune est extrêmement venteuse, il faudrait une sorte d'ancrage pour la maintenir en place. Quelque chose comme une grande foreuse qui sortirait du ventre de la voiture et creuserait sous terre. Elle aurait également des pattes d'araignée pour se déplacer, mais elle se comporterait de la même manière que la marche d'un chameau. De cette façon, elle pourrait maintenir son centre de gravité. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures atteignant 538 degrés. La pression écraserait ton véhicule comme une canette. Il faudrait donc une pression interne adéquate pour l'équilibrer. Cette voiture aurait besoin de toutes les améliorations pour contrer la chaleur. Elle aurait besoin d'un revêtement approprié, sans verre, et même d'une couleur spéciale pour réfléchir la chaleur. Rien ne peut rester au sol trop longtemps, donc les pattes d'araignée ne fonctionneraient pas vraiment. Elle devrait planer légèrement au-dessus du sol comme si elle flottait. Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire, possède une atmosphère supérieure très venteuse et une gravité très forte. Les anneaux qui l'entourent sont constitués de glace dont la taille peut aller de celle d'un caillou à celle d'un bus scolaire. La pression est si forte que tu serais écrasé à la seconde où tu atteindrais son atmosphère. La conception d'un véhicule serait très difficile et étrange. Il faudrait utiliser les meilleures technologies pour résister aux pressions écrasantes et aux températures extrêmes. Le véhicule devrait être grand et composé de nombreuses couches internes. Comme il y a beaucoup de vent dans la haute atmosphère, le véhicule devrait rester au sol le plus longtemps possible.
Les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi ressemble la surface. Le véhicule devrait donc être prêt à se déplacer sur des surfaces solides, liquides et tout ce qui se trouve entre les deux. Il aurait besoin de bras mécaniques pour manœuvrer sur les terrains accidentés et de pattes multiples comme un mille-pattes. Ces bras pourraient ramasser des objets et les déplacer si besoin. Le long corps pourrait aussi se détacher et se diviser en petites capsules pour s'échapper rapido. De quoi, on ne sait pas encore. Aucun humain ne pourrait mettre un pied dehors, même s'il portait un équipement de protection. Des robots devraient être déployés pour tester la capacité des corps humains à résister aux conditions. Jupiter a des conditions plus dures que Saturne, la tache rouge étant la zone la plus dangereuse de la planète. Il s'agit d'une zone extrêmement étendue où des tempêtes semblables à des ouragans sévissent depuis des années. Le véhicule ressemblerait à celui de Saturne, mais en plus lourd. Les scientifiques ne savent pas non plus ce qui se passe à la surface, à l'exception de la pression atmosphérique écrasante. Le véhicule ne pourrait pas se déplacer à la surface s'il traversait la tache rouge. Il devrait donc creuser sous terre et se déplacer en dessous. Pour cela, il aura besoin d'une énorme foreuse ainsi que de mini-drones et de véhicules autoguidés qui pourraient être déployés depuis le véhicule principal pour l'aider à creuser et à faire des relevés. Une fois sous terre, il aurait des pattes qui l'aideraient à ramper et un nez de foreuse géant pour creuser davantage. De nombreuses parties du corps pourraient également se détacher en petites nacelles pour passer sur certains terrains et facilement se rattacher par la suite. L'endroit le plus fou où inaugurer un véhicule est le Soleil. Il n'y a pas d'autre moyen de l'imaginer que d'être autogéré. Tout humain à bord n'arriverait même pas à mi-chemin du voyage. Le lancement devrait se faire depuis Mercure dans une installation protectrice à l'abri des températures extrêmes. Le véhicule devrait être fabriqué à partir des meilleures ressources pour résister à la chaleur et aux gaz extrêmes et il ne durerait pas plus de quelques minutes une fois à proximité. Il ressemblerait très probablement à un satellite et flotterait autour de nous pour prendre des images que nous pourrions étudier. Cela coûterait probablement des billions de dollars, mais les résultats en vaudraient la peine, pas vrai ? Il existe de nombreuses conditions de vie sur d'autres planètes et lunes qui pourraient affecter la façon dont ton animal de compagnie y évoluerait. Prenons la gravité par exemple. Sur une planète plus grande ou plus dense, la gravité serait plus forte, ce qui signifie que les animaux y évolueraient en devenant plus petits, plus robustes et peut-être avec plusieurs membres pour le soutien structurel. Sur une planète plus légère avec une gravité plus faible, ils pourraient à l'inverse sauter, planer et glisser plus facilement et seraient plus susceptibles d'évoluer vers un corps plus léger et plus grand. Mars est la 4e planète en partant du Soleil, un monde poussiéreux, froid et désertique. Mars est aussi une planète dynamique avec des saisons, des calottes polaires, des canyons, des volcans éteints et des preuves qu'elle était encore plus active dans le passé. La gravité sur Mars est plus faible que sur Terre et elle est plus éloignée du Soleil, donc il y a moins de lumière solaire. Mars n'a pas non plus de champ magnétique protecteur à cause de sa fine atmosphère, ce qui l'expose aux radiations. Parfois, des vents violents créent des tempêtes de poussière qui font rage tout autour de la planète, et la poussière continue de se déposer pendant des mois après. Sur Mars, ton chien aurait probablement une carrure plus robuste pour compenser la faible gravité, et il aurait de plus grands yeux pour mieux percevoir le soleil lointain. Pour se protéger des radiations, il devrait changer sa pigmentation de la mélanine aux caroténoïdes, qui donnent leur couleur aux carottes, aux tomates et aux oranges. Ton chien aurait donc probablement une peau orange. Comme Mars a une faible gravité, ton chat serait probablement plus léger et sauterait davantage pour se déplacer. Il aurait aussi des pattes plus longues. Jupiter est une géante gazeuse. Elle est couverte d'épais nuages rouges, bruns, jaunes et blancs. Ces nuages donnent l'impression que la planète a des rayures. Vivre à la surface de Jupiter pourrait s'avérer difficile, car il n'y a pas de surface réelle. La planète est entièrement constituée de gaz, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est qu'un nuage géant suspendu dans l'espace. Si tu t'aventures dans son atmosphère vers des couches plus profondes, le gaz devient plus dense jusqu'à se transformer en liquide. Ainsi, une couche de Jupiter est un océan fait d'hydrogène au lieu d'eau. Avec une pression élevée, des températures extrêmes et un environnement fluide, les animaux devraient s'inspirer des habitants des eaux profondes qui font face aux mêmes conditions, mais à plus petite échelle. Tes chats et tes chiens seraient de gros isopodes avec des coquilles pour les protéger des radiations. La voisine également gazeuse de Jupiter, Saturne, est un nuage gargantuesque d'hydrogène et d'hélium, sans terre ferme et avec des vents puissants. Comme Jupiter, elle se densifie à l'intérieur, mais son noyau est beaucoup plus petit. Ses anneaux emblématiques sont composés d'une myriade de particules de glace, donc rien ne pourrait y vivre. Le volume de Saturne est supérieur à 760 terres, et c'est la 2e planète la plus massive du système solaire,
avec environ 95 fois la masse de la Terre. La densité moyenne de Saturne est inférieure à celle de l'eau, donc ce mastodonte pourrait flotter dans une baignoire s'il en avait une de taille adéquate. La seule façon de se déplacer dans l'épais brouillard de Saturne est de nager comme une méduse. Ton chien aurait probablement une cloche en forme de parapluie pour se propulser vers le haut et pas de squelette pour ne pas être écrasé par la pression. Ton chat aurait des tentacules de méduse pour se déplacer. La vie est dure sur Mercure. Cette petite planète est la plus proche du Soleil, donc la lumière du Soleil y est 7 fois plus puissante que sur Terre. Aucune crème solaire ne peut contrer cela. Mercure fait environ 2/5 de la taille de la Terre, avec une gravité similaire à celle de Mars, soit environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que tu pourrais sauter 3 fois plus haut sur Mercure et que les objets lourds seraient plus faciles à porter. La température de Mercure est extrême, oscillant entre une température torride de 430 degrés Celsius le jour et un froid de -180 degrés Celsius la nuit. Tout cela s'accompagne de pluies de météores et de tremblements de terre constants. En prime, l'atmosphère est très fine et il n'y a pas d'air à respirer. La chair et les os ne pourraient jamais supporter ces conditions extrêmes. Donc à la place, tes animaux de compagnie seraient faits de quelque chose de semblable à un métal réfractaire comme le titane. Ils n'auraient pas besoin d'un système respiratoire, donc leur joli visage métallique serait dépourvu de nez. Et leurs yeux ressembleraient probablement à d'épaisses lunettes de soleil pour les protéger de toute cette exposition au soleil. S'il y a un endroit plus difficile à vivre que Mercure, c'est Vénus. C'est la deuxième planète en partant du Soleil et notre voisine la plus proche. Vénus est l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, et ressemble parfois à une étoile brillante dans le ciel du matin ou du soir. La température y est affolante, 471 degrés Celsius, et l'atmosphère est si épaisse qu'elle crée un effet de serre. La surface est sèche et pleine de surprises comme des éruptions volcaniques, des vents d'ouragan et des éclairs. Et cerise sur le gâteau, la pression ici donne l'impression d'être à 1500 mètres sous la surface de l'eau, ce qui te donnerait un mal de tête incessant. Il serait difficile d'imaginer ton animal de compagnie vivre sur Vénus. Les seules choses qui peuvent y survivre sont les bactéries anaérobiques. Vénus ronge tout, même le métal, ce qui fait que tout vaisseau spatial humain est rapidement détruit. Et l'atmosphère contient de la phosphine, qui est toxique pour tout ce qui respire de l'oxygène, mais qui est synonyme de vie pour les microbes. Glacés, sombres et en proie à des vents violents, Uranus et Neptune sont principalement composés de liquides froids, méthane, eau et ammoniac. Le méthane rend Uranus bleu et elle a de faibles anneaux, tandis que Neptune est sombre, froide et très venteuse, car c'est la dernière des planètes de notre système solaire. Elle est plus de 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Aucune d'entre elles n'a de surface solide, et leurs atmosphères se fondent lentement dans l'eau qui entoure le noyau des planètes. De plus, la gravité sur Neptune est plus forte que sur Terre et exerce une plus grande pression sur tout. Avec une gravité aussi puissante, ton chien serait plus petit et ton chat plus trapu, avec des corps musclés et des peaux plus épaisses contre le froid. Et vu l'environnement fluide, la meilleure chance pour ton animal serait de devenir comme une baleine ou un lamantin cosmique flottant autour des planètes bleues. Pluton n'est pas très grande, elle est seulement 2 fois moins large que les États-Unis. Pluton est plus petite que notre Lune. Cette planète naine met 248 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Si tu vivais sur Pluton, tu devrais donc attendre 248 ans pour fêter ton premier anniversaire. Un jour sur Pluton équivaut à environ 6 jours et demi sur Terre. L'objet, semblable à une planète le plus éloignée du Soleil, est couvert de glace, avec une faible gravité et une atmosphère fragile. Le Soleil depuis Pluton n'est rien de plus qu'un point à l'horizon, un peu comme la Lune pour la Terre. Donc, il ne se passe pas grand-chose en termes de lumière. Mais les scientifiques suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau sous la surface de Pluton et un climat plus agréable. Prenons exemple sur les créatures de la Terre qui ont un antigel intégré comme certains insectes et poissons. La faible gravité fait rétrécir les muscles et les os et agrandir l'espace entre les vertèbres, ce qui rend tes animaux plus grands. Leur posture changerait aussi, puisque leur colonne vertébrale, pour la plupart, deviendrait inutile. Ils seraient donc probablement grands, minces et un peu arachnéens, avec des membres très fins et une colonne vertébrale courbée. Sur d'autres planètes, au-delà du système solaire, les frontières entre les plantes et tes animaux de compagnie pourraient être floues, et tes animaux de compagnie pourraient fusionner avec la vie végétale. Ils pourraient devenir des arbres avec des cœurs battants attachés à leur corps, ou avec des pieds pour se déplacer vers de meilleures positions alors qu'ils se disputent la lumière et l'eau.
Tu pourrais aussi avoir un lapin qui passe la plupart de son temps à rester immobile, à faire de la photosynthèse et à ne s'enfuir que s'il est menacé. Ou un cheval massif ressemblant à un dinosaure qui s'étale sur le sol pour en tirer directement des nutriments et qui obtient de l'énergie supplémentaire grâce aux plantes qui poussent sur son dos. La coopération pourrait donner naissance à des animaux fascinants, comme une mer d'amibes agissant comme une seule méga créature ressemblant à une gelée. Des milliers de carnivores voraces ressemblant à des crevettes formant un seul organisme qui dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Ou un réseau d'arbres entrelacés qui recueillent l'eau dans de larges cruches au sommet de leur canopée. L'apport d'oxygène aux muscles est essentiel pour l'endurance de ton animal. Ici, sur Terre, les pieuvres utilisent une molécule à base de cuivre dans leur sang pour faire la navette avec l'oxygène, ce qui les rend plus léthargiques que les mammifères et les oiseaux qui utilisent une hémoglobine à base de fer. Les scientifiques ont spéculé sur d'autres types de transport d'oxygène qui pourraient rendre les animaux plus adaptés. Dans les atmosphères avec plus d'oxygène, nous pourrions voir un singe capable de voler sans jamais devoir s'arrêter pour se reposer. Sur les planètes froides et les lunes sans beaucoup de lumière solaire, comme les lunes de Saturne et de Jupiter, ton chien pourrait avoir à se débrouiller avec de l'énergie chimique plutôt que de dépendre du soleil. De même, dans les mondes sans lumière, comme les profondeurs océaniques de la lune Encelade, il pourrait être inutile de développer des yeux. Les animaux sentiraient probablement leur environnement par d'autres moyens, comme des branchies et des capteurs de vibrations.